Ce qui se passe à Mayotte est tout à fait passionnant et assez inattendu, je dois dire, hein. On est dans l'océan Indien et les Russes attaquent là. Par les paroles, en tout cas, la diplomatie russe dénonce la militarisation de Mayotte, accuse Paris de contrôler illégalement Mayotte, pourtant département français. Et il faut peut-être écouter, je ne sais pas si on a la déclaration de Madame Zakharova qui accuse très directement la France à ce sujet. Nous l'avons. On va l'entendre dans un instant, mais pourquoi quelle est la stratégie? Pourquoi s'attaquer, Elisabeth Shepard-Selam, à Mayotte? Alors, ça paraît tout à coup, on s'attendait à, disons, une contre-attaque sur le terrain de l'Europe, classique, d'une manière ou d'une autre. Ils attaquent par l'océan Indien. Par l'océan Indien, bon, ils ont tendance, mais pas qu'ici, pour attaquer par les points faibles. On sait qu'il y a déjà eu d'ailleurs de l'ingérence par d'autres pays dans cette question de Mayotte. Je pense qu'ils sentent une faiblesse, et comme d'autres mouvements sociaux, comme des élections, ils essaient d'appuyer où ils pensent qu'ils peuvent nous diviser. Et c'est leur objectif aujourd'hui. Et est-ce que ça annonce une série d'actions? Rappelez-vous ce qu'ils ont fait en Afrique, ce qu'ils font toujours en Afrique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'un peu partout, ils vont tenter des coups. Mais de toute façon, la Russie a déstabilisé la France en Afrique bien avant l'invasion de l'Ukraine. C'est-à-dire que ça a fait partie de la stratégie. Et hélas, la France a mis très longtemps à comprendre ce qui était en train de se passer, et en particulier la puissance de déstabilisation par les réseaux sociaux dans des pays africains où les gens n'ont pas les moyens de lire la presse et s'informent essentiellement sur les réseaux sociaux. Donc ça a été extrêmement néfaste, et évidemment que la situation de Mayotte implique que c'est un point faible pour la France. Et c'est pour ça que la question pour nous aujourd'hui, c'est que ce genre de déstabilisation, c'est par là que la Russie va attaquer. Donc il faut travailler la cohésion nationale. La cohésion nationale, ça ne veut pas dire de faire taire tout le monde en faisant peur et en expliquant que tous ceux qui pensent différemment doivent se taire. Ça veut dire restaurer une confiance entre les citoyens et le gouvernement et l'État, et faire en sorte que toutes les fragilités que nous pouvons avoir et qui sont intrinsèques parce qu'il y a des problèmes non réglés. Mayotte, c'est un problème migratoire absolument tragique, donc une insécurité. Tant que tout cela existera, il y aura une prise. Quelle est la nature exacte du danger? Disons les choses. Il y a une partie des Français qui disent toujours, on exagère en réalité. On dit, il y a l'histoire des punaises de lit, il y a eu quelques cyberattaques, mais enfin, il y a eu les réseaux sociaux où les trolls russes sont actifs, mais c'est pas encore une guerre. Qu'est-ce que vous répondez à ces sceptiques-là? J'entends Mme Polanyi dire... c'est pas en interdisant aux gens de penser et de dire ce qu'ils veulent qu'on va régler l'unité nationale. Ça, c'est la Russie que vous décrivez, et c'est malheureusement l'Amérique qui est en train de devenir ça aussi. En France, et vous le prouvez tous les jours, on peut dire ce qu'on veut, tant mieux. Le Brexit, ça a été montré que l'impact des réseaux sociaux, probablement en provenance de Russie, a eu un impact significatif. C'était il y a 10 ans sur le référendum. L'Afrique, vous en avez parlé. La Roumanie, mais c'est dans un pays démocratique, on annule une élection présidentielle. Les Anglais sont adultes. Les Anglais sont adultes. Ils n'ont pas besoin d'aller voir sur Facebook pour savoir s'ils veulent quitter ou non l'Union européenne. Vous pensez vraiment qu'ils ont dû aller regarder? Ils sont peut-être adultes, mais là, vous êtes un peu naïf. Enfin, vous vous souvenez d'Oxford Analytica, le scandale de Facebook, qui a reconnu que les données qui avaient été vendues avaient été utiles dans une logique de campagne électorale sur un référendum. Tout le monde le fait. Vous savez très bien, les obamistes, par exemple, aux États-Unis, ils ont eu aussi leur système de collecte des données pour faire campagne dans des sens opposés. C'est normal. Non, mais Roland, c'est pas tout à fait la même chose. Oxford Analytica a été condamné. Et les élections roumaines, elles ont été annulées. Des élections présidentielles, parce qu'on avait montré que les Russes avaient utilisé TikTok pour biaiser les résultats. Et les Roumains sont aussi adultes que les Britanniques. Oui, mais justement, on va avoir un léger problème si la réaction, c'est de considérer que tout vote déplaisant émane d'une manipulation russe, et que du coup, on annule. Parce que moi, j'ai envie de vous demander, à partir de quel degré on décide d'annuler un processus démocratique? Est-ce que vous remettez en cause l'annulation? L'une après l'autre, pas en même temps. Finissez.
il me semble que c'est à travers le processus, c'est un renforcement, une reconquête démocratique qui peut faire que nous allons nous en sortir. Ce n'est pas en expliquant que tous les votes qui nous déplaisent émanent de manipulation. Roland Lescure. On a perdu suffisamment d'élections ces dernières années sans s'en plaindre pour savoir ce que c'est qu'une défaite électorale. Et j'ai aujourd'hui quelques électeurs aux États-Unis qui ne sont pas très contents des résultats des élections américaines. Donc je pense perdre une élection, et j'en perdrai sans doute d'autres. Mais est-ce que j'entends là que vous remettez en cause l'annulation d'élections roumaines sous prétexte que le résultat n'aurait pas plu à qui ou ça? Est-ce que c'est ça que vous dites, Madame Polony? Parce que si c'est ça, alors là, je ne sais pas qui est le plus démocrate des deux. Ce que je dis, c'est que si la seule réponse que nous avons face aux problèmes de déstabilisation qui vont se multiplier, c'est d'annuler des processus électoraux, je pense que nous n'allons pas régler véritablement... J'ai dit que les influences russes documentées, y compris par la justice, y compris par la Cour suprême roumaine, ont montré qu'aujourd'hui, et je pense que là-dessus on est tous d'accord d'ailleurs, la Russie est extrêmement forte dans une cyberguerre qui a déjà commencé. Mais expliquez ce qui a changé, qu'on comprenne bien, pardon, Roland Lescure. Qu'est-ce qui a changé? Rappelons pendant la guerre froide, le Parti communiste français qui recevait directement l'argent de Moscou, qui soutenait une puissance qui avait leurs missiles dardés sur nous. C'était un pouvoir plus important. Mon père était journaliste, qui était l'organe central du Parti communiste. Votre père était à l'Humanité, voilà, donc il connaissait ça. Je connais un peu cette culture. Donc, pardon, qu'est-ce qui a changé? Au fond, est-ce que là, les démocraties ne sont pas tombées pour autant? Il y a même eu des ministres communistes au gouvernement. Donc, on va voir, la France s'est pas écroulée, grâce à Dieu. Pourquoi aujourd'hui ce serait plus dangereux? Mais aujourd'hui, il y a un pays démocratique qui a été envahi par un autre, et des élections présidentielles qui ont été annulées, pas pour vice de forme, mais pour propagande de millions de messages qui ont inondé et qui ont influencé le résultat de l'élection. On réagit, d'ailleurs, les démocraties peuvent réagir. On soutient l'Ukraine contre la Russie, et on annule l'élection roumaine, et elle est relancée. Donc on peut réagir. Mais là où c'est vrai, c'est qu'on a changé de dimension par rapport à l'époque à laquelle vous faites référence, et on a changé de canot. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait la Pravda, l'Humanité, le Figaro, Libération, ça allait. Là, vous l'avez dit, les jeunes s'informent de manière extrêmement disséminée. Il y a pas mal d'intellectuels qui trouvaient que c'était génial l'Union soviétique ou Mao Tse-tung. Mais bien sûr, mais tout ça se faisait dans un débat. Pendant la guerre froide, il y avait en effet le Parti communiste, et puis il y avait la CIA qui se vantait d'avoir un représentant dans chaque rédaction des grands journaux européens. C'est-à-dire que les manipulations, et vous l'avez dit, elles viennent de partout, l'instrumentalisation, elle vient de partout. C'est pour ça que l'enjeu, c'est de défendre une véritable souveraineté, c'est-à-dire une véritable indépendance avec les outils de l'indépendance. J'y insiste parce que ça veut dire que l'Union européenne, pendant des années, a trouvé qu'être une colonie numérique des États-Unis, ça n'était pas grave. Évidemment que c'est grave. Le fait que nous ne puissions pas avoir des réseaux sociaux que nous maîtrisions est une faiblesse tragique. De même, l'Union européenne a pensé pendant des années que ne pas être indépendante énergétiquement, ça n'était pas grave, qu'on allait se donner bonne conscience par des énergies renouvelables qui sont intermittentes, et que si on pouvait torpiller la filière nucléaire française, ça ne poserait aucun problème. C'est tragique. Il est grand temps de se réveiller, nous allons payer ça.